Dans Home Cinéma, j'ai le plaisir de recevoir le duo de réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine. Partagés entre la promo de leur dernier film I Feel Good et la rentrée télé de Groland, qu'ils supervisent, leur emploi du temps nous impose d'aller à leur rencontre. I Feel Good, c'est l'arrivée de Jean Dujardin dans leur univers très particulier. La star y rencontre Yolande Moreau, une habituée de leur cinéma. Kervern et Delépine ont un lien très étroit avec le cinéma belge. Leurs comédiens récurrents, en plus de Yolande Moreau, s'appellent Bouli Lanners, Noël Godin ou encore Benoît Poelvoorde. Mais avant de s'attaquer au 7e art, le tandem avait imaginé la Précipauté de Groland, un univers qui est devenu une vraie communauté et un programme toujours cher aux abonnés de Canal+ et de BTV. Comment travaille-t-il avec les plus grandes stars françaises? Comment arrive-t-il à monter des projets aussi peu conventionnels? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Gustave, Benoît, je suis bien content de vous accueillir, même si c'est pas chez moi, puisque d'habitude la mission... On est désolé. Non, mais je sais que nous, on a les boules, parce que si on peut aller à Bruxelles, on est toujours content. Ça aurait été bien, mais donc nous sommes déplacés à Paris jusqu'à vous, parce que vous êtes en pleine promo là, de votre 8e film. Monique! Qui c'est celui-là? Mon frère, c'est Jacques. Il s'appelle Jacques. De quoi ça traite en fait, I Feel Good? C'est marrant parce que quand on a fait notre fête de fin de tournage à l'Emmaüs de Pau, où on a tourné tout le film, il y a un des compagnons, mais ils sont tous vraiment très intéressants. Il y en a un qui nous a dit, mais c'est quoi? Quel est le but de ce film? Et en fait, on voulait tout simplement faire un film qui donne envie de vivre modestement. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Vous penserez à votre carte bleue? Oui, Yannick. Monsieur Pourra. Accueillir ceux qui n'ont rien. C'est le principe de tous les Emmaüs. Bon, si tu restes, il faudra bosser. Oui, non, mais bien sûr, c'est prévu. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple, mais qui me rendrait riche. Comme le Rubik's Cube ou les séries américaines. Il se trouve qu'on a rencontré ces gens d'Emmaüs, de l'Emmaüs de l'Escarpeau, qui étaient non seulement, ils avaient leur vie de compagnons, mais leur environnement, ce qu'ils en avaient fait, l'architecture, le monde qu'ils étaient en train de créer tout seuls dans leur coin, il était vraiment admirable. Et c'était pas seulement un monde utopique, parce que l'utopie, on peut dire que Groland c'est une utopie, c'est un monde imaginaire, etc. Alors que là, non, c'était un monde utopique qui existait vraiment, avec des gens qui se sentaient bien ensemble et qui réussissaient à en vivre, tout simplement. En fait, il y aura bien un petit service. Pour quel service? Ouais, en fait, il faudrait que je reste quelques jours ici. Non, mais c'est juste pour être un peu au calme, voir venir et travailler un peu mon idée, enfin ma nouvelle idée. Ta nouvelle idée de quoi? Mon idée pour devenir riche. Enfin, très riche. Hein. Enfin, immensément riche. Commence déjà par débarrasser ton assiette. Oui, mais c'est prévu. C'est prévu, ça. Le film n'est pas un film politique stricto sensu, c'est un pamphlet. Ouais. C'est un pamphlet poétique, comme vous avez toujours fait. Il est porté par un casting assez prestigieux, forcément, parce qu'il y a Jean Dujardin et Yolande Moreau, avec qui vous avez tourné plusieurs films. L'argent, c'est la liberté. Moi, si j'en aurais, j'en donnerais aux autres, à toi, à tout le monde, oui, évidemment. Oui, voilà, oui. C'est bien ça le problème, oui. Ça, c'est bien pour ça que nous, les winners, on se garde tout le gâteau. Parce que les losers, ils passeraient leur temps à s'offrir les miettes. Mais à la fin, il n'y aurait plus de gâteau. Comment s'est passée la rencontre, en fait, avec Jean Dujardin? Comment vous l'avez emmené jusqu'à vous? Souvent, on nous dit, mais pourquoi Jean Dujardin? Et en fait, nous, déjà, c'est vrai qu'on l'a rencontré dans cette fête à Cannes. Il nous a définitivement grillé avec Cannes, mais au moins, on en est ressorti avec une promesse de Jean Dujardin de tourner dans un film. Et nous, on a mis ça dans un coin de notre tête, tous en se disant, comme on a beaucoup tourné avec les mêmes acteurs, que ce soit Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Depardieu, on voulait aussi changer un peu pour nous régénérer un peu aussi. Et voilà, C'était l'occasion, justement, en pensant à lui, qui représenterait cette parodie du monde capitalistique actuel, de la start-up nation, on va dire.
c'était un moyen de lui donner ce rôle, mais aussi de donner un vrai rôle d'ableur avec des dialogues qui sont un peu plus poussés que dans nos films précédents. Enfin, où on s'est forcé de faire quasiment le moins de dialogue possible. On s'est dit, bon, avec lui, on peut y aller, il va y arriver, quoi. Il devrait y arriver, il y est arrivé. Mais, voire mieux que ça, il a même sublimé notre texte. J'ai toujours pas compris, Monique. Le but du jeu, c'est de faire bosser les autres, c'est pas bosser soi-même. Ça, ce qui compte maintenant, c'est l'individu. Tu vois? Faut qu'ils se prennent en main. Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Jamais. Merde. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola. Vous avez cherché une faille incroyable chez Dujardin, enfin en tout cas dans ce rôle-là qui est assez, enfin je le trouve prodigieux. Et puis le tandem avec Yolande Moreau est prodigieux. Enfin. Bah, c'est ça qui nous excitait, c'était de les faire se confronter aussi. Donc ça c'était une belle promesse pour nous et comme pour le téléspectateur, le spectateur. J'ai un projet fantastique. C'est comme si j'avais reçu quelque chose. Et ça a failli être un coup de pied au cul. J'aimerais revenir en fait à votre rencontre parce que il y a pas mal de petites choses que j'aimerais savoir. En fait, c'est comment vous vous êtes trouvés parce que Gus, toi, tu as travaillé longtemps à la télévision. En fait, j'ai commencé à la télé à faire le top 50 à l'époque avec Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Et comment t'es tombé là-dedans? Bah, parce que je voulais travailler dans la musique à la base. J'ai jamais réussi dans les maisons de disques parce que c'était trop compliqué. Et puis j'ai eu l'opportunité, moi je vais pas te raconter tout, mais j'ai envoyé un faux CV comme quoi j'étais auteur de sketch alors que j'avais jamais écrit quoi que ce soit à Yvan Le Bolloc et Bruno Solo qui m'ont pris. Sauf que moi, il a fallu qu'après j'écrive vraiment des sketchs. Donc déjà, je suis devenu auteur par nécessité. Et ensuite, comme j'ai un instinct de survie, parce que j'ai quand même un peu galéré aussi par moments, je me suis mis à faire des sujets pour une émission qui s'appelait Le Plein de Super dans une grosse bagnole. C'était trop bien, hein. Tu sais, il allait sur les concerts punk avec un carton avec marqué super. Non mais tu vois ça, je l'ai vu peut-être 2 fois, hein. Mais toc, il m'est resté là, quoi. Benoît, toi, à l'époque, tu commences comme journaliste. C'est ça, enfin, il y a la création de Groland. En direct de l'autoroute A7. J'appelle Michael Cull. Michael? Eh oui, Jules Édouard. Alors, Isabelle, un bon... Moi, j'ai connu Christophe Salengro. Ça nous a donné envie de faire vivre une présipauté dont il est le président, mais ça avant même de faire Groland. Donc, on a fait un pilote avec 0 centime que je suis allé présenter à toutes les chaînes, qui a été refusé avec enthousiasme. Mais comment le succès et la durée de Groland, comment tu l'expliques? Parce que c'est vraiment une enclave, quoi. C'est vraiment une enclave. C'est vraiment une principauté d'esprit, de communion. C'est une communion de pensée, vraiment. Groland, c'est avant tout une émission d'auteur. Donc nous, là, pareil, on est au cinéma, mais on est avant tout, on écrit des histoires. Notre président Etrenès a toute nouvelle bouche. Comme toutes les stars à Cannes, il l'a fait gonfler au collagène. Parce que je le vaux bien. Qu'est-ce qui fait qu'une émission comme Groland est protégée, continue après 25 ans à être encore diffusée alors que toutes les émissions phares de Canal sont cassées la gueule, ont été saccagées, ont été décapitées? Non mais tu t'imagines une émission qui existe depuis 25 ans, on est là depuis le début, quand on voit une nouvelle, toutes les semaines, on doit trouver de nouvelles idées. Donc quand on voit une idée, mais on en a déjà fait tellement, quand ça nous fait penser à quelque chose qui a déjà été fait, on le fait pas. Donc on est obligé de se renouveler tout le temps, enfin c'est un truc de ouf, quoi. C'est hyper dur. La moustique va arrêter, mais je le comprends, quoi. Il y a un moment, à 67 ans, tu te dis maintenant, je vais devoir, jusqu'à quel âge, je vais devoir trouver des idées sur l'actualité qui, malheureusement, a tendance à ressembler toujours à celle de l'année d'avant. Il y a des limites. Non, mais il y a une communauté grolandaise aussi. Enfin, c'est vraiment des gens... D'ailleurs, souvent, quand on a un problème pour trouver un décor et tout ça, il suffit qu'il y ait un Grolandais dans l'histoire. Comme sur Eiffel Good, où c'était sur Le Grand Soir. Ouais, Le Grand Soir, mais aussi sur Eiffel Good. Quand on est arrivé dans la communauté d'Emmaüs, en général, c'est des gens assez méfiants, hein, qui ont été un peu accidentés de la vie, donc ils ont un petit côté animal. Quand tu vas là-bas pour la première fois, quand tu rentres dans la cantine, là, je peux te dire, tu marches avec les yeux baissés. Et le fait qu'il y ait quelques Grolandais dans l'histoire qui adoraient l'émission, ça nous a ouvert quand même
vachement les portes. Oui, Jules-Édouard, je voulais juste rendre hommage au cinéma avec une citation tirée d'un célèbre film de Claude Autant-Lara et qui résume assez bien, à mon sens, ce festival de Cannes. Salaud de pauvre! Ok. Et qu'est-ce qui vous a fait à un moment donné passer au cinéma? Parce que c'est une démarche quand vous faites Altra, donc c'est en 2003, vous faites Altra en Super 16, vous avez à peine quelques 200-300 000 euros, je crois, et vous 150 000. 150 000, et vous faites le film et vous partez en Finlande. Mais déjà, ça commence pas comme ça. Hein. Ça commence qu'on fait des séries tous les deux ensemble. Oui, Toc Toc Toc, je vois très bien. Vous l'avez fait avec Maurice Piala, vous l'avez fait avec plein de gens. On a fait aussi Don Quichotte de la Révolution, mais avec toujours Noël Godin, notre âme damnée, pour nous inspirer, etc. Enfin, on avait fait tout ça, donc on avait envie d'aller un peu plus loin, mais il se trouve que toujours notre belgitude, à force de discuter avec Noël, et puis on rencontre Vincent Tavier, qui était le producteur de C'est arrivé près de chez vous, et on sympathise vraiment avec lui. De temps en temps, on lui proposait un sujet de film. Bon, il nous envoie chier une fois, deux fois, puis une fois, le sujet, c'était un road movie en chaise roulante. Et là, Ça, tout de suite, ça c'est une bonne branche. idée. Donc il nous dit rendez-vous dans 2 mois. Dans 2 mois, moi je ramène l'argent, vous ramenez le scénario. Il dévastait les cimetières en pestant contre le respect de la mort, le culte de la charogne. Et il se gaussait des couples capsulés petits bourgeois. Vincent Tavier nous trouve un chef opérateur très bien, Hugues Poulain. On se retrouve donc sur le circuit de Namur pour tourner. On fait venir Benoît, mais avec sa femme, il vient, Benoît Poulvord, il vient avec son short ridicule, il vient sur le truc. Et là, il y a un moment, faut tourner, quoi. Tu vois, il y a un moment... Et nous, notre chef-op, Hugo, on ne le trouvait pas. Enfin, qu'est-ce qu'il fout, Hugo? Parce que tout le monde commençait d'à peu près près, tu vois. Et puis il revenait, mais il était tout un peu rouge. Oui, j'ai un petit souci. Puis... Et en fait, non, mais franchement, c'est dingue, quoi. Il avait oublié de commander les branches de son objectif. Donc, il a taillé des branches dans les fourrés. 4 branches d'arbres, hein, des petites branches comme ça. Donc, il était comme un four, en disant, putain, c'est pas vrai. Il a calé son objectif sur les 4 branches en question. On tourne cette première scène-là. Benoît demande d'avoir le combo, mais on n'a pas de combo. Et voilà, c'est notre première scène. Et elle est à l'écran, elle est géniale. C'est ce qu'on va faire, Jérémy? On va aller à la cantine. Parce que nous, on peut aller à la cantine. On peut aller, on peut revenir, aller, revenir, autant qu'on veut. Si on y allait en courant, Jérémy, hein? Que j'ai bon mes jambes. Abruti. Il y a toutes les bases esthétiques de ce qui va suivre, on fait avec la même thématique. C'est toujours des personnages en résistance. En résistance contre le système. Toujours un peu Avec road movie. avec un appel poétique, un appel vers une sorte de quête absolue, comme ça, de liberté, quoi. Mais Avida, c'est un film quand même à part, en fait, dans votre filmographie, c'est vraiment presque un poème. La narration est quand même super explosée. Pas du tout, en fait, c'est ça le problème. Oui, mais... C'est qu'elle est hyper logique. Non, mais moi, j'ai revu le film. Il n'y a que nous qui l'avons compris. Vraiment, moi, j'ai revu il y a 2-3 jours. Le film a une tenue assez incroyable. Il y a des moments incroyables. Le moment avec Chabrol est complètement hallucinant. Au fur et à mesure que le temps passe, on retrouve à la fois, avec le temps, la grâce du chevreuil de l'enfance et la suavité du chevreuil de la maturité. Et avec l'âge, on aime profondément le chevreuil. Comprenez? Maintenant, pour te faire financer ton film, si tu amènes un truc comme ça, d'ailleurs, on avait beaucoup de mal à le monter, hein, celui-là. Combien il a coûté, Avida? Là, on a simplement décidé de payer tout le monde, parce que tu peux pas non plus faire... Tu peux faire un film où tu payes personne, hein, même pas nous d'ailleurs. Mais après, le deuxième, la même équipe du premier, tu dis, bon, tout le monde se paye, même au tarif syndical. Donc, même au tarif syndical, à la fin, on arrivait à 850 000 €, quoi. Et quand vous faites Louise Michel, par exemple, parce que là, il y a une vraie rupture, enfin une rupture qui n'est pas une rupture folle, hein, mais c'est une rupture, en fait, vous allez chercher des comédiens.
qui sont des comédiens solides, et avec une écriture. C'est-à-dire que je serais curieux de savoir, le scénario de Louise Michel, il fait quoi? Il fait 60, 70 pages? Non, là pour le coup, non, mais attends, Gus, c'était dingue. Non, vous pouvez même pas vous imaginer, parce que t'es d'accord qu'à Vida, le héros est un sourd-muet, quoi. Donc il peut pas y avoir de dialogue, puisque c'est un sourd-muet. Donc notre scénario faisait 20 pages, mais il y avait déjà toutes les scènes. On avait rajouté des photos pour arriver à 25, tu vois. Et quoi, c'est l'apport de Kassovitz qui permet le financement de ce film? Je t'explique, parce qu'on va le proposer à plein de producteurs, et les producteurs regardent ça comme un synopsis. Ils nous disent, il est très bien, écrivez-le maintenant. On dit, mais il est écrit, quoi. C'est un sourd-muet. Non, mais un scénario doit faire 120 pages. Donc là, il faisait 25 pages, donc c'était même pas la peine. Et on apprend que Kassovitz lance une nouvelle boîte de production des projets originaux, on lui envoie le truc, et là je m'en souviendrai toute ma vie, en train de marcher dans ma cambrousse, un ding, un SMS, ne changez pas une ligne, c'est magnifique, Mathieu Kassovitz. Putain la vache. Et celui d'après, on le fait aussi avec lui, Louise Michel. Mais nous, en tant qu'auteur, même si on était très heureux du film, mais quand même, ça faisait vraiment très peu d'entrées. On sait très bien que si t'en refais un comme ça, après, t'en fais plus jamais de ta vie. Donc on se dit, on va être un peu plus explicatif dans ce deuxième... et on va expliquer ce qu'on voulait dire sur les paradis fiscaux celui d'avant. On va le faire, mais avec plus de dialogue, avec des personnages plus... Et puis on voulait plus jouer aussi. C'était 2 films, on avait joué, nous, pour des raisons plutôt de budget, d'ailleurs. Mais après, on s'est dit, on va prendre des comédiens qu'on aime bien. Bouli, on l'avait rencontré, Bouli Anners, à travers Altra, on avait sympathisé. Et Yolande, on la connaissait pas, mais on avait envie de bosser avec elle. Donc on s'est rencontrés, et puis c'est comme ça que c'est parti avec ces comédiens-là. T'as vu cette vie? Hein? Se mettre en robe pour aller au boulot? Manger des limaces, marcher à pied pour économiser ton quart? Boire des fonds de café, fumer des mégots, chasser le rat? Ou mouiller ton doigt pour aller au fin fond du placard pour avoir quelques miettes? T'appelles ça vivre, toi? Comment vous faites, Benoît, pour trouver en fait cet équilibre avec les acteurs professionnels et non professionnels en faisant 1 ou 2 prises? Comment ça se passe? C'est comment ça chaque fois, c'est un sac de nœuds, mais je trouve que ça peut fonctionner. Concrètement, ça se passe comment sur le plateau? Mais déjà, on fait pas de répétition, jamais, parce qu'on se dit, mais même pas de lecture, jamais. Mais quand tu vois à un moment donné un acteur qui est catastrophique, ou un non-acteur, et qui est face à un acteur, ça doit arriver, ça? Ça nous est arrivé, par exemple, une fois, mais en plus, on a eu tort de le faire, parce que avec un acteur belge génial, un réalisateur, pour ne pas le nommer, où en fait, mais c'est de sa faute. C'est-à-dire que pendant le repas, il a eu le malheur de nous dire le texte qu'il allait dire l'après-midi, et on s'est dit, putain, c'est pas vrai, il joue comme un pied, quoi. Et donc, du coup, on lui a mis une collerette, en disant, on se rattrapera, c'est dégueulasse, hein, on se rattrapera à la post-synchro, donc on lui a mis une collerette, mais en plus, ça donne un truc génial dans le film, parce qu'il est là allongé avec sa collerette et tout. Et puis du coup, la voix qu'il a... En chien, tu sais, les trucs pour pas qu'il se gratte. La voix se réverbère et tout, donc ça donne une scène hallucinante dans Louise Michel. 5 € en liquide et tout de suite, ça va? 5 €? 5 €? Pour un contrat, c'est pas cher. Mais pour un contrat raté, c'est très cher. Quand vous allez chercher Depardieu, par exemple, comment ça se passe? Parce que... Confiance aussi. Enfin là, vous allez choper quelqu'un, vous allez choper un mec, et puis vous allez lui proposer un truc incroyable. T'as ton sac, ton enveloppe avec l'argent? Oui, je l'ai mis dans ma poche. Bon, vas-y maintenant. T'inquiète pas, je roulerai pas vite. Ouais, t'as qu'à rouler une allure de retraité. Eh, fais gaffe à mon portable, hein, bouffe pas mon forfait. Mais t'inquiète pas. Je pense qu'il a été vraiment concerné par le film. Là, il y a des fois où il est moins concerné par les films, mais là, il l'était parce que ça lui rappelait son père, ce personnage dans Mammouth. Et je sais pas, on est tombé dans une période de sa vie où il était... Enfin, je sais pas, il était hyper concentré, Là, par exemple, pour Mammouth, effectivement, quand il pensait à son père tout le temps, en jouant au personnage, il était toujours dedans. C'est-à-dire que... une prise, ça suffisait, quoi. C'était extraordinaire. Même le voir assis sur un rocher, c'était bien. Il était toujours dedans. Et puis après, on a fait le film Saint-Amour, où là, il était un peu
un peu... enfin, ça se voit pas quand on regarde le film, mais comme il s'est tellement bien entendu avec Benoît Poelvoorde, on a eu un peu de mal à les... Enfin, on était des dresseurs de lions, si tu veux. Il fallait... C'était pas... Et vous allez chercher quand même les les phénomènes. oui. Vous allez chercher les acteurs phénomènes tout le temps. Que ce soit Depardieu, Michel Houellebecq ou Benoît Poelvoorde, vous allez chercher des phénomènes. Qui est Dupontel aussi. extraordinaire aussi. Hein. C'est un phénomène. Enfin, c'est quand même des acteurs phénomènes. Tu vois qu'on peut boire un verre tranquillement en prenant son temps, sans excès, détendu. C'est fait pour ça, l'alcool, pour se décontracter après une dure journée. Il y a parfois des acteurs qui provoquent des films. Michel Houellebecq provoque Near Death Experience, non? C'était notre premier film, No Money Production. On n'a pas de personne qui produisait avec nous. Donc, on se dit, mais il va nous demander une fortune, Houellebecq. Et là, il nous dit, je veux les mêmes conditions que Gérard Depardieu. Et Depardieu, en fait, il était payé que en pourcentage des bénéfices. Donc, malheureusement, il a... Ah bah le film a bien marché, Mammouth. Oui, il a d'accord. fait quoi? Presque un million d'entrées, non? Vous avez fait 900 000 pas loin. entrées. Donc, lui, il s'en est bien sorti. Gérard s'en est bien sorti. Mais non, Michel, très mal sorti. C'est un très mauvais négociateur. Je veux les mêmes conditions que Gérard Depardieu. Il les a eu. Je suis arrivé au bout de mon chemin. Sans espoir. Sans animosité. Sans regret. Il y a 9 jours de tournage. Et on a vécu là pendant 9 jours avec lui. Et c'était vraiment... c'est un sphinx. Hein. Il parle pas beaucoup. Il se met en bout de table, mais il a une telle présence. Alors au début, nous, on essayait de faire la conversation, tout ça, parce qu'on était gênés. Ça servait à rien. On voyait qu'il en avait rien à foutre. Donc après, on s'est détendu nous-mêmes, pas être obligé de lui faire la conversation. Et puis après, au bout d'un certain moment, quand il a 2 ou 3 verres de rosé, on commence à un peu plus parler, tout ça, et on a passé un moment... Surtout, on a été pendant 9 jours, on a été vraiment dans ce qui s'appelle le cinéma pur, c'est-à-dire qu'on choisissait des cadres avec vraiment beaucoup d'attention, profiter de tout, de la nature, il y a même une scène dans le film où, justement, il y a un moment, il y a un nuage qui passe, donc il y a une fausse teinte qui se crée, normalement on dit couper, mais nous... Non seulement on n'a pas dit couper, mais on l'a gardé dans le film. C'est magnifique, ça tombe à un moment où il parle de la vie. C'est le premier film que vous faites en digital, non, je crois? À celui-là, ouais, voilà. Avant, mais là, pour le coup, c'était bien aussi de le faire comme ça. Comment est-ce que vous allez envisager les prochains films, en fait? Il y a ce projet avec Brigitte Fontaine là, qui arrive, qui nous excite bien. On a rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec elle. Parce personne ne nous a jamais autant, pourtant on a quand même vécu une pléiade d'acteurs, personne ne nous a jamais autant surpris que Brigitte Fontaine. Donc une fois que tu vis ça, mais ça il en a eu des comme ça, il y en a eu pas mal. Donc tu dis, si on veut vraiment un jour faire un film vraiment étonnant, il n'y a qu'avec elle qu'on peut y arriver. T'as des nouvelles? Non. Vous vous êtes engueulé? Non. Elle allait pas bien? Je sais pas, maman. Olivier, elle s'est barrée, en fait. Non. Enfin... Non, bah, quand même. Tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. Présenté ce vendredi en ouverture du Festival international du film de Namur, Nos batailles est le second long métrage de Guillaume Senez après Keeper. La bataille, c'est celle que mène Romain Duris pour ne pas perdre pied le jour où sa femme quitte subitement le domicile conjugal. Le film avait été présenté à la Semaine de la Critique lors du dernier Festival de Cannes. Père docteur. Maman, papa, il y a le Pékin.
Le nouveau film de Stijn Konings revient sur les tueries du Brabant déjà évoquées l'an dernier avec Tueur, mais là où le film de François Troukens abordait l'angle de la police et des gangs de Nivelles, Niet Schieten se place du côté des victimes face au deuil et aux questions sans réponse. Au centre du récit, l'impérial Yann Declercq. C'est une nouvelle vie, c'est un grand moment pour la famille, pour nous trois. Meisjes, we hebben hier al op 12 jaar hè, op ons plaats. Ze moeten harder werken, anders is het een hopeloze situatie. Je ziet er goed uit, gestraald. Heb je nog zitten aftellen naar je hormonenbehandeling? Ja. Girl, c'est l'histoire de Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente, qui est née garçon, se lance à corps perdu dans cette aventure. Le premier film de Lucas Dont n'en finit pas de faire parler de lui. Après les prix Cannois, dont la Caméra d'Or, il vient de recevoir un très bel accueil à Toronto et il s'apprête à sortir sur nos écrans. Le mois prochain, j'aurai d'ailleurs le grand plaisir de recevoir Lucas Dont et son incroyable jeune comédien, Victor Polster. Le Festival international du film francophone de Namur, qui a donc ouvert ses portes ce vendredi, déroule sa programmation jusqu'au 5 octobre. Cette année encore, le FIF, c'est 150 films, une programmation qui se veut engagée, des compétitions et des rencontres. Il met à l'honneur cette fois le comédien Lambert Wilson. Mais le festival accueille également la plupart des équipes dont les films sont présentés en avant-première. Vous devriez donc y croiser cette semaine encore Karine Viard, Olivier Gourmet ou encore Jean-Paul Rouve et Loubna Azabal. Toutes les infos sont à consulter sur le site www.fif.be. Ensuite, du 9 au 19 octobre, c'est à Gand que ça se passe. Le Film Fest Ghent s'ouvre avec Girl de Lucas Dont et se clôture avec Beautiful Boy, le nouveau et premier film américain de Félix Van Groningen. Entre les deux, alternant avec les productions internationales, ce sont pas moins de 10 films belges qui seront présentés, dont Duel, d'Olivier Massé-de-Passe, avec Verle Battens et Anne Coussens. Bah, ça a été un plaisir, messieurs, vraiment. Bah, merci. Je crois qu'il faut conclure. Je vous souhaite grand succès à... Désolé de nous avoir fait venir. Vous avez vu, il y a beaucoup de bruit à Paris. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Et en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut.